Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 6e congrès des entreprises du futur, des PME, des ETI, des audacieuses. Évidemment, vous connaissez cette expression. Ici, dans ce très beau studio à proximité de l'événement qui a lieu juste là, dans le stade de l'OL, ce très beau stade. On va parler de nos héros de l'économie. On va les découvrir dans quelques instants. Héros avec 5 lettres, avec la lettre H. On va commencer par cette lettre H comme humain pour parler des valeurs humaines, de la RSE, responsabilité sociale ou sociétale, et environnementale. Et puis on s'intéressera à une étude, une photographie de la performance sociale des entreprises réalisée par Malakoff Humanis. 3 invités sont avec moi et je vous les présente. Anne-Sophie Godon, ravie de vous retrouver. Vous êtes la directrice innovation des services chez Malakoff Humanis. J'évoquais cette étude, on va y revenir, sur des entreprises de moins de 500 salariés, on fera le point, et notamment des PME. Et il y a quelques chiffres et quelques éléments extrêmement intéressants à développer. On parlera évidemment de la prévention, de la santé, et puis du combat que vous menez sur toutes ces questions de performance sociale. À vos côtés, Caroline Weber. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes la fondatrice du Do Tank, oui. Qui n'est pas un think tank. Non, parce que penser c'est bien, mais agir c'est encore mieux. Voilà, c'est votre slogan. Vous êtes une combattante de la défense des PME. On parlera de la différence de ce qu'on met en place pour les grands groupes et puis ce qui existe réellement très concrètement pour les PME en matière de RSE. Vous êtes la directrice générale de Middle Next et vous avez créé un indice, la RSE pour de vrai. Oui. C'est ça, c'est une marque déposée. Une marque déposée, oui. La RSE pour de vrai. Et puis, à vos côtés, Elisabeth Rousseau. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous avez vu, on est bien dans ce studio magnifique. Vous êtes la DRH de l'Easy Médical. Alors, branche médicale, c'est 800 collaborateurs. Le groupe, c'est 10 000 collaborateurs. Et puis, avec vous, évidemment, on va se challenger. On va savoir où vous en êtes précisément par rapport à la photographie qui a été faite. Alors, vous avez 800 collaborateurs. Il s'avère que l'étude s'arrête à des entreprises de moins de 500 salariés. Mais c'est assez intéressant de savoir où vous en êtes exactement. Anne-Sophie Godon, vous êtes déjà venue sur le plateau de Bismart. C'est un plaisir de vous retrouver parce que vous menez un véritable combat. D'abord, vous avez devant vous cette étude de la performance sociale. C'est une photo. Un chiffre, c'est celui qu'on a mis en avant parce que, évidemment, l'émission que j'anime qui s'appelle Smart Job s'intéresse au RH. 29% seulement des entreprises interrogées ont un DRH. C'est-à-dire que toutes les autres disent non, on n'a pas de DRH. C'est quand même compliqué pour mettre en place une politique de performance sociale et de RSE quand on n'a pas de DRH. Alors, vous avez raison, mais il y a quand même des dirigeants dans ces entreprises. Et donc, quand il n'y a pas de DRH, c'est souvent les dirigeants qui portent même ce combat. Et donc, potentiellement aussi, avec une force, je dirais, presque plus importante encore. Vous dites que ce sont les patrons qui dirigeants, mais enfin, ils ont la tête dans le guidon, ils ont la tête dans les chiffres, dans la finance, dans leurs choix stratégiques. C'est quand même compliqué. Oui, mais tout à l'heure, vous parliez de combat, et nous, on porte ce combat, que la performance sociale, c'est un enjeu de la performance économique. Et donc, tout l'enjeu, c'est bien que les dirigeants comprennent qu'en s'intéressant à ces questions-là, ils vont gagner en performance économique. Et ça, c'est un vrai sujet de stratégie, c'est un vrai sujet de direction générale. La RSE, vous m'avez repris, je le dis en coulisses en préparant l'émission, j'ai dit RSE, responsabilité sociale ou sociétale, vous m'avez dit non, c'est les deux à la fois. Oui, social par rapport à ses collaborateurs et sociétal par rapport aux autres personnes qui interagissent avec l'entreprise. Donc c'est les deux à la fois. Oui. Ce chiffre, vous qui avez créé à la fois la RSE pour de vrai et le code de gouvernance des PME, il y a quoi? Les petites entreprises qui rament un peu dans la semoule, et puis les grosses qui, parce qu'elles ont la DRH, elles ont les services qui vont bien, peuvent mettre en place toute une politique sociale? Ah non, je ne dirais pas ça comme ça. Simplement, ça ne s'incarne pas de la même manière. Moi, j'interviens beaucoup à l'APM aussi. Donc, il y a 8500 dirigeants, donc des boîtes plus petites. Et on voit qu'en fonction de la taille des entreprises, on va avoir des structurations et des organisations différentes. Mais ce que je constate aujourd'hui, parce que j'interviens quand même beaucoup à l'APM, c'est une vraie prise en compte de la RSE par les dirigeants. C'est mal formalisé, c'est pas forcément rédigé. Mais si je devais juger sur le fond, je pense qu'ils en font plus que les grandes. Enfin, Caroline et Anne-Sophie, je donne la parole à Elisabeth évidemment, mais RSE pendant très longtemps, cette expression existe et est connue depuis longtemps, c'était assez évanescent et assez flou quand même pour les chefs d'entreprise, objectivement. C'était un peu un fourre-tout, on dit tiens, on va faire un peu de RSE, c'était vraiment le gadget. Pourquoi je dis pour de vrai, c'est que pendant longtemps, ça a été un exercice de com'.
Et donc, mais là, vous avez à nouveau deux mondes. C'est pas du tout la même chose dans les PME et dans les très très grands groupes. Donc, il y a des exercices de politique obligatoires pour certains très grands groupes. Pour les petites, c'est pas la peine. Anne-Sophie, Et donc, c'est pas pareil. Vous êtes d'accord parce que vous travaillez sur ce sujet, vous le portez pour de vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que Caroline est à vos côtés. C'était un peu un gadget. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que vraiment ça c'est entré dans la tête des dirigeants, cette notion de RSE, son utilité. Oui, je pense qu'il y a deux phénomènes. D'une part, il y a un contexte quand même réglementaire, enfin Caroline en parlera peut-être, mais il y a un contexte global et réglementaire qui pousse quand même à plus d'actions. Donc ça c'est quand même le premier élément. Et puis d'autre part, il y a effectivement cette idée que si on ne fait pas ça, si on n'investit pas dans toutes les dimensions de la RSE, et moi je suis plus particulièrement intéressée par le S de social, mais toutes les autres dimensions m'intéressent aussi. Et sociétal. Voilà. Et bien en fait on commence à avoir cette conviction que effectivement, il y aura plus de performance à tous les niveaux si on investit dans ces domaines. Et c'est la raison pour laquelle on a d'ailleurs choisi de créer cet indice et qu'on mène tous ces travaux depuis plus de 10 ans maintenant pour essayer d'étayer cette idée que la performance sociale, c'est un enjeu de performance économique. C'est important. Vous chapitrez l'émission parce que au-delà de l'aspect gadget, c'est entré dans les esprits. On va parler de l'environnement parce que c'est aussi une démarche que mènent les entreprises. Elisabeth Rousseau, DRH de Lizzie Medical, donc c'est 800 collaborateurs pour un groupe de 10 000, leader de l'orthopédie, puisque je ne vous ai pas présenté. C'est important de le préciser. Comment vous vous situez, vous, la DRH, à la tête d'un groupe, d'une entreprise de 800 salariés? Vous vous y retrouvez dans cette photographie? Vous dites, bah oui, ça correspond à peu près à ce que j'ai mis en place ou ce qui me reste à faire dans l'entreprise. Je dirais que nous, on est dans une taille un petit peu intermédiaire, dans le sens où je vise pas la PME où la simple conviction du DG va permettre de porter la RSE. Et on n'est pas non plus une entreprise surtout Lizzie Medical, de plusieurs milliers de personnes qui permettraient d'avoir des process très aboutis sur une politique RSE qui permet au DG jusqu'aux collaborateurs d'appliquer, de développer cette politique naturellement. Excusez-moi, abruptement, quand on parle RSE, dans vos réunions, dans les COMEX, on vous dit quoi? Oui, bon, la RSE, d'accord. Ou on vous dit, oui, c'est central, oui, il faut s'y atteler. Alors, au niveau du groupe Lizzie, il y a vraiment une prise de conscience énorme et une véritable volonté d'appliquer une politique RSE. Ensuite, tout l'enjeu, c'est de le distiller jusqu'à notre middle management, parce qu'on va mettre en place des outils. En tant que DRH, je peux mettre en place des accords qui vont viser l'ensemble du personnel. Maintenant, si le manager il veut, par exemple, pas autoriser un télétravail, parce que sa vision, c'est que le présentéisme, c'est l'efficacité et qu'on est là pour travailler et qu'on n'est pas forcément là pour prendre en compte la vie personnelle du collaborateur, c'est le manager qui a le dernier mot. Elisabeth, on est d'accord que quand vous évoquez cette question, vous l'intégrez dans la grande boîte de la RSE, c'est-à-dire la notion d'un collaborateur qui souhaite pour son équilibre de vie, sa qualité de vie personnelle et professionnelle télétravailler, ça rentre dans la RSE. Exactement. Là, je dirais l'exemple un peu facile. Et puis, sortie Covid, ça a été un sujet qui a été très discuté et qui est aujourd'hui reconnu par toutes les entreprises. Mais qui, en tout cas, le Covid aura permis aux plus réfractaires de comprendre que nos collaborateurs continuent à travailler même si ils sont chez eux. Enfin, vous me disiez qu'on ne pouvait pas empêcher un manager qui souhaite le présentéisme de son collaborateur s'il ne le veut pas. Et c'est là, je trouve, toute la mission de la DRH, c'est de mettre en place non seulement les outils, mais l'accompagnement pour que chacun comprenne. On parle du télétravail, mais il y a beaucoup d'autres problématiques et sujets dans la RSE. Et donc voilà, tout l'enjeu de la DRH, c'est d'accompagner la volonté d'une direction générale de prendre en compte les problématiques RSE. Et si la direction générale n'a pas encore pris la mesure de l'intérêt de la RSE, la fonction des RH est là pour porter le sujet. Donc vous portez ces problématiques, l'intérêt pour l'entreprise d'appuyer sur ces questions. Exactement. Puisqu'on va basculer sur l'idée que tout ça est bon pour l'entreprise. Anne-Sophie Godon, on a commencé par ce chiffre de la faiblesse du nombre de DRH, mais il y a un chiffre intéressant aussi dans cette étude, c'est l'engagement environnemental. Alors là, on n'est pas dans un gadget, on voit qu'il y a une vraie volonté des entreprises qui ont pivoté, récupération, recyclage des plastiques, récupération des déchets. Ça, c'est quand même très important de le noter quand même. Ça a été une surprise, même si on voit que c'est probablement une des choses les plus faciles à mettre en place que le tri des déchets. Et quand on voit que 8 entreprises sur 10 de moins de 500 salariés ont mis en place ce type
de politique. C'est vrai que ça a été un peu une surprise pour nous. Alors, ça reste encore une fois un indicateur assez simple et ça ne peut pas être constitutif ou représentatif d'une politique globale, mais quand même, c'est un signal. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question environnementale? Parce que RSE, il y a l'environnemental. Rappelons le contexte. On a évoqué le télétravail, qui est un contexte lié au Covid. Rappelons le rapport du GIEC, en tout cas les fuites du rapport du GIEC, qui nous disent qu'on est quand même très loin du compte depuis, évidemment, la COP21 à Paris, qu'on va à peine stabiliser, qu'il faut accélérer. J'ai le sentiment que l'acteur central, c'est l'entreprise qui peut transformer le monde. Bien sûr, c'est l'entreprise qui va changer. Donc, la RSE, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une démarche holistique. Ça veut dire quoi holistique? Ça veut dire qu'il faut faire tout en même temps. Pour que ça fonctionne, la RSE, il faut appuyer sur le levier social, le levier sociétal, le levier gouvernance et le levier environnemental. Donc c'est probablement là où c'est un peu compliqué parce que par facilité, on va là où on sait mieux faire. Donc c'est là où c'est un peu délicat. Là où pourquoi les PME sont assez bonnes là-dessus, c'est qu'elles sont hyper agiles. Et la RSE, quand elle fonctionne bien dans les entreprises, enfin, quand on mesure les entreprises, on a créé un index Gaïa, par exemple, depuis 12 ans dans les entreprises moyennes, elles surperforment très largement les grandes entreprises. Avec des indicateurs précis de recyclage, de récupération avec à peu près 150 indicateurs. Donc là, on les mesure en détail. C'est sur une base de volontariat. Pourquoi ça fonctionne bien? C'est parce que la RSE, ça marche quand c'est sans arrêt un aller-retour permanent entre les managers et les collaborateurs. Et dans les PME, ce qui facilite la vie, c'est que l'accès des collaborateurs aux managers, il va à toute berzingue. Souvent, on n'a même pas vous voyez, on n'a pas de DRH. Si on n'a pas de DRH, c'est qu'on n'a pas de couche de management intermédiaire. On va directement tout en haut, quoi. Ouais. On va directement en haut. Et donc, cette espèce d'aller-retour permanent, top-down, bottom-up, c'est ça qui fait que les entreprises PME, c'est mal formalisé. C'est peut-être pas très bien conceptualisé. Par contre, ils avancent à la vitesse du son. Vous nous dites qu'il y a plus de lourdeur dans les très gros groupes, je pense aux entreprises du CAC, parce que c'est toujours plus compliqué, c'est mastodontique. Enfin, j'imagine que chez Lizzie, c'est pareil. Pour que ça redescende, vous l'évoquiez tout à l'heure, au plus près des middle managers ou des managers intermédiaires, c'est plus compliqué, non, Caroline? L'enjeu, c'est pas les middle managers. L'enjeu, c'est en bas. Au plus près. Oui, mais et là où ça marche, je prends le cas de Serge Ferrari dans la région où ça fonctionne, vous avez des gens qui sont en travail posté à la chaîne qui interviennent dans les problématiques RSE. C'est pas un truc de chef, c'est un truc de tout le monde. Chacun s'implique à son niveau. Exactement, chaque salarié de l'entreprise s'implique à son niveau. Et là, ça fait des miracles. D'ailleurs, on a, je ne sais pas combien d'études académiques pour démontrer que la RSE, ça crée vraiment de la valeur financière. C'est vrai que d'ailleurs, en termes de notation, on va peut-être y venir en dernière partie, mais une entreprise qui est vertueuse, effectivement, le marché financier va la récompenser. Enfin, c'est un élément qu'il faut quand même rappeler. Ce n'est pas un petit gadget en plus, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est un élément contributif à une meilleure vie économique. Vous en êtes où? Parce que je vous repose ma question un peu abruptement, vous m'avez répondu très largement, mais vous êtes DRH, vous êtes là pour accompagner ces politiques RSE. Qu'est-ce que vous mettez en place en ce moment? Parce qu'on va parler d'environnement, de recyclage du plastique. Je pense, j'imagine, à tous les emballages, à tous les matériaux que vous utilisez. Comment ça se passe, ça? Parce que vous êtes sur un travail industriel, c'est pas du service. Exactement. Donc la politique RSE a été définie au niveau du groupe Lizzie de manière claire, portée par notre DG Emmanuel Vialard. Ensuite, chaque division s'approprie. Donc, je dirais que la culture d'entreprise de Lizzie, c'est quand même de laisser beaucoup d'entrepreneuriat à chaque division et à chaque site et à chaque collaborateur pour finalement aller vers une organisation plus agile et plus souple qu'on peut retrouver en PME. Donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment que l'on garde fortement. Ensuite, ce qui est aidant, effectivement, par rapport à notre taille, c'est qu'on arrive quand même à processer et à organiser une culture RSE pensée pour aller la développer et la déployer jusqu'à chaque collaborateur, dans le sens où on essaie de mettre en place des comités au niveau de chaque site industriel pour que chacun s'approprie. Et réfléchisse, échange. Exactement, sur les politiques d'achat raisonnées, sur la réduction de nos énergies. Donc les sites, concrètement, vont brainstormer sur comment on va diminuer notre consommation d'eau, d'électricité dans l'industrie, c'est impactant. Vital. Et après, du côté des RH, pour rebondir sur la RSE, pour nous, effectivement, en tout cas, moi, en tant que DRH, j'en suis convaincue, c'est qu'au-delà de nos obligations normatives auditées, normes ISO, etc., donc là, ça va faire notre socle où on est obligé de montrer patte blanche pour pouvoir accéder à nos clients. Nos clients sont aussi tout à fait investis sur le fait qu'on ait les bons talents, qu'on arrive à retenir nos collaborateurs. C'est aussi une marque employeur, la Exactement, RSE. et puis à les former, à les faire avancer. Enfin, on ne peut pas prendre
le collaborateur, le laisser dans l'état où on l'a pris, parce que 10 ans plus tard, c'est plus le collaborateur qui était... Ou alors il est parti, d'ailleurs. Ou alors il est parti parce qu'on n'a pas oui. répondu à ses besoins, ou parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on estime qu'il n'a plus les compétences nécessaires. Exactement. Donc il y a vraiment une responsabilité de la part de l'entreprise. Oui, la santé des collaborateurs, c'est un prérequis. Enfin, je pense que ça, c'est acquis pour tous. On l'a vécu fortement pendant le Covid. Exactement. Ensuite, nous, je dirais que c'est presque le sujet de la RSE sous l'angle RH, il est acquis. Il est acquis, même s'il peut paraître encore coûteux, mais sur l'attractivité et la rétention des talents, on sait qu'aujourd'hui, pour être performant économiquement, il nous faut les bonnes personnes dans l'entreprise. Anne-Sophie Godon, c'est intéressant parce qu'avec beaucoup de sincérité, Elisabeth nous dit, moi je suis DRH, je porte tous ces sujets, et la RSE, on voit, c'est un éventail très très large d'outils, d'actions. Enfin, ça reste encore coûteux. Il y a quand même l'idée que tout ça n'est pas évidemment un gadget, mais que ça coûte cher à l'entreprise et on essaie d'y voir le bénéfice. Nous, on a appelé dans un de nos titres le choix d'avenir dans la RSE. En quoi c'est un choix d'avenir? Parce qu'il faut encourager la démarche. En quoi c'est un choix d'avenir et utile pour l'entreprise? Je crois d'abord qu'on a plusieurs types de dirigeants. On a des dirigeants qui sont convaincus, par construction. Voilà. Et donc ceux-là, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup les motiver. Et puis il y en a pour lesquels la démonstration de la rentabilité va être importante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec l'aide de Caroline et puis d'Etifinance, on a, depuis 3 ans maintenant, entrepris de mesurer les écarts de performance économiques, sociales et boursières entre les entreprises qui investissent dans les fameuses politiques globales dont parlait Caroline et puis celles qui ne le font pas. Et il y a 10 points d'écart de performance. 10 points d'écart de performance économique, 10 points sur la volatilité boursière et 10 points de recommandation de son entreprise. Donc c'est absolument clé. Mais on a besoin aussi d'avoir ce type de démonstration. On a besoin d'outiller les entreprises pour qu'elles comprennent où elles en sont, elles puissent aussi se comparer par rapport à d'autres et puis elles puissent mesurer le gain de performance potentiel qu'elles pourraient avoir si elles faisaient mieux. C'est très concret pour le chef d'entreprise. Voilà, c'est un salarié qui se sent bien, indépendamment du fait qu'il reste dans l'entreprise et qu'il y a un rapport de rétention des talents, mais un salarié qui se sent bien, un collaborateur qui se sent bien, c'est un collaborateur qui donne, qui investit. Moi, je parlerais d'engagement plutôt que de rétention. S'engage. Parce qu'en fait, là où nous, ce qu'on mesure, en fait, c'est l'engagement du collaborateur. Donc, et un salarié engagé, ça change tout. Ça change tout. Mais vous qui menez un vrai travail de lobby, c'est pas un mot horrible dans ma bouche, un vrai travail de militantisme de conviction. Et de conviction. Elles en sont où réellement, les entreprises, vous qui les rencontrez? Certains sont totalement convaincus parce que ce sont eux-mêmes des militants, mais quand même une grande majorité sont un peu au milieu du guet quand même. Vous avez plein alors, comme l'a dit Anne-Sophie, il y a eu les militants de la première époque. Après, il y a ceux qui en ont fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils amélioraient leur marge brute. Quand vous travaillez sur l'eau et l'énergie, vous améliorez immédiatement vos résultats financiers. Les PME qui habitent dans des coins un peu excentrés en France, c'est pas si facile que ça de faire venir des cadres de haut niveau. Et donc, sur quoi je travaille, sur quel bouton j'appuie pour que finalement ils viennent. Donc, en fait, c'est vrai que la RSE, c'est un champ qui est gigantesque. Et donc, on voit qu'en fonction des secteurs d'activité, en fonction des besoins de l'entreprise, et c'est là où elle sonne vrai. C'est là où elle sonnerait et c'est là où ça marche, c'est quand c'est incarné que ça correspond aux problématiques de l'entreprise. Si vous mettez une couche de com en surplomb, ça ne fonctionne pas. Par contre, si c'est au cœur du réacteur du fonctionnement de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise, vous avez une adhésion des salariés qui est impressionnante. Impressionnante. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est j'imagine, un argument que vous avez à ceux qui peuvent vous dire « Mais attends, moi je ne peux pas me consacrer à remplir ces documents, je ne peux pas me consacrer à ça parce que je dois produire, je dois quand même fournir et répondre aux demandes d'un client. » Parce que c'est aussi la réalité d'une entreprise. Qu'est-ce que vous lui répondez? C'est certain qu'il y a de l'inertie. En tant que DRH, on est convaincu. Il y a d'autres acteurs qui sont tournés vers les problèmes de prod, vers délivrer le client très rapidement, les problèmes de marge. Et je pense qu'il faut faire prendre conscience au management. Je trouve ça assez aisé, même s'il y a de l'inertie dans le déploiement. Dans votre bouche, c'est un peu lent, quoi. Disons qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on va faire, et aujourd'hui, on interroge un collaborateur, il va peut-être pas vous dire que, si vous lui parlez de RSE, il va dire « Moi, j'ai jamais entendu parler de RSE chez Lydie ». Sauf qu'il en fait sans le savoir. Exactement. Et oui, on est d'accord. Et donc ça, c'est effectivement l'indice va permettre aussi de répertorier toutes les actions qu'on met en place et puis après on se retrouve avec une note et on se rend compte qu'effectivement il y a plein d'actions qu'on met en œuvre qu'on n'a pas étiquetées RSE mais qui rentrent complètement dans ce champ-là. Mais
Caroline et Anne-Sophie, quand même, la crise Covid, cette année hallucinante, historique pour les entreprises, du télétravail, un changement de comportement, est-ce que ça favorise le discours que vous portez sur la RSE? On évoquait tout à l'heure le télétravail, des entreprises qui étaient absolument hostiles et qui finalement ont signé des accords de télétravail en disant après tout, je m'y retrouve, tout le monde s'y retrouve. Est-ce que ça a accéléré? Bien sûr que ça a accéléré parce que ça a fait prendre conscience de ce qui était essentiel. Ça a permis de faire le tri entre les trucs qui servent à rien et les trucs qui étaient vraiment utiles. Et ce qui est vraiment utile, c'est ce qui est le cœur du réacteur. Et le cœur du réacteur, on s'en occupe en premier. Et dès qu'on mesure, en fait, c'est tout bête, mais dès que vous mesurez un truc, vous l'améliorez. Parce que simplement en mesurant, vous apercevez que vous avez des marges de progression. Sans forcément faire des révolutions. Mais le simple outil de mesure, immédiatement, ça change tout. Et ça, c'est une de vos missions, la mesure chez Middle Next notamment. Oui, bien sûr. On est d'accord. Et c'est motivant pour les collaborateurs de les emmener d'un point A à un point B. Ça vous donne des perspectives, ça vous donne des idées. Mais Anne-Sophie, avant de parler du handicap, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de l'inclusion, parce que dans votre étude, c'est un sujet important, cette notion d'inclusion, que ce soit le handicap visible, je précise, ou invisible, puisqu'on a toujours l'image de la personne handicapée visible, mais il y a aussi des handicaps invisibles. C'est quand même très complexe ce concept de RSE. Il faudrait le réformer, il faudrait le réécrire, parce que c'est une boîte à outils où il y a 1000 choses. Vous voyez, on part du télétravail jusqu'à des problèmes de récupération d'eau, d'économie d'électricité. C'est quand même très très large. Je pense que ce que disait Caroline me semble très important. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut raisonner de manière holistique, mais il faut aussi adapter la politique, les stratégies, les actions au contexte de l'entreprise. On ne peut pas tout faire. Donc, et ça, c'est peut-être le rôle du dirigeant que de dire nos priorités, step by step, elles sont là. Et puis, la deuxième chose, c'est que finalement, il faut que chacun dans l'entreprise, dans son quotidien, il ne faut pas que ce soit à côté, il faut que ce soit dans le quotidien. Et donc, il faut presque en permanence chausser quelque part ses lunettes RSE pour se dire, dans ce que je fais aujourd'hui, comment je le fais, comment je pourrais le faire autrement pour intégrer la RSE. Donc je crois que c'est vraiment ça, le tournant le plus important, c'est d'intégrer ça dans les pratiques quotidiennes. Un mot, ça fait écho à la raison d'être de l'entreprise qui est elle aussi en train de se transformer. On voit Bicorp, on voit tous ces certifications où l'entreprise se dit, moi je veux on va jusque-là, en fait, à travers les RSE. Quand on va loin, c'est la raison d'être, c'est la manière, c'est l'existence même de l'entreprise et de sa mission, en fait, puisqu'on va au bout de l'histoire. Moi, j'appellerais ça plutôt le projet de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, pas forcément sa raison d'être. Pourquoi vous... Parce que quand je vois les raisons d'être qui sont sorties, il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à des slogans, quand même. C'est de la com. C'est de la com. On est d'accord. Donc, non, mais c'est intéressant de l'entendre. Quand est-ce que la raison d'être, c'est pour de vrai ? Et il y en a. Pourquoi vous ne faites pas un logo raison d'être pour de vrai, puisque c'est la même chose. Parce que je ne vais pas passer ma vie à déposer des logos tous les matins. Mais c'est une vraie question de se dire, est-ce que c'est un vrai projet d'entreprise ? Oui, et là, ça vole en éclats, par contre. Dans les entreprises qui racontent des cracks, aujourd'hui, ça vole en éclats. Parce que là, les salariés, non seulement s'en vont, mais surtout, ils font une réputation aux petits oignons à l'entreprise qui a menti. Donc ça, c'est par contre la RSE, s'il y a un problème pour les dirigeants qui est complexe, parce que ce n'est pas simple de diriger des entreprises, on passe son temps à faire des compromis, ça exige une immense cohérence entre les discours et les actes. Et ça, alors ça c'est plutôt un progrès pour l'entreprise, c'est parfois compliqué pour le dirigeant. Quand vous êtes dans des situations tendues avec des clients, des fournisseurs, des banquiers, c'est pas si simple que ça d'être toujours en extrême cohérence. D'être centré. Exact, aligné. Il faut être aligné. Bien aligné. Et quand on ne l'est pas, effectivement, la sanction, elle tombe déjà de l'interne. Exactement. Ce sont les salariés, les collaborateurs qui disent « vous m'avez menti, je m'en vais ». Anne-Sophie Godon, peut-être un mot, mais je voulais qu'on parle de l'inclusion parce qu'il y a un chiffre très important. Ce sont des lois successives qui ont été votées à l'Assemblée nationale. 6% de travailleurs, de salariés, c'est le chiffre indiqué, doivent être des personnes handicapées en situation de handicap visible ou invisible. Bon, là, on n'y est pas, évidemment, les entreprises n'y sont pas, mais là aussi, pour peut-être boucler ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a des grands groupes qui ont des politiques et des stratégies, puis il y a des PME qui disent avec beaucoup d'honnêteté, je crois à ce sujet, mais j'y arrive pas. C'est un sujet compliqué pour tout le monde, mais après, il y a aussi un problème d'effet de taille, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile d'atteindre 6% quand on est un grand groupe que quand on est une petite entreprise. Et c'est là où tout le combat est bien porté, notamment par Caroline, pour faire en sorte que les règles soient finalement différentes pour les petites et les grandes. Il est absolument important, parce que c'est quand même décourageant. Afficher des résultats qui sont
sont médiocres sur le sujet du handicap, on ne peut pas s'en satisfaire. Et pourtant, eh bien, là, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Enfin, je note quand même, parenthèse toute petite, parce qu'on n'aura pas le temps, j'ai vu que le dialogue social se portait bien au sein des entreprises. C'est pour faire une parenthèse, pour dire que ce qu'on voit à la télévision dans les chaînes mainstream, ce n'est pas la réalité des entreprises, parce que le dialogue social, c'est-à-dire les partenaires sociaux, dialoguent assez sereinement. Et de mieux en mieux. Et de mieux en mieux, vous ne dites pas le contraire, avant de donner la parole à Caroline? Ça dépend des contextes, mais en tout cas, sur ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel... Exactement, et puis sur lesquels les élus sont intéressés à discuter avec la direction et ils voient un avantage commun rapide. Pas sur tous les sujets, on est d'accord. Caroline, sur cette question de l'inclusion, puisque c'est le mot utilisé. Dialogue social, déjà, moi, ça me fait rire quand on en parle. Je vous donne un exemple d'indicateur stupide de CAC 40 qu'on voudrait mettre dans les PME. Nombre d'accords signés avec les syndicats. Ouais, c'est vrai. Mais parfois, il n'y a pas de syndicalistes. Mais il n'y a pas de syndicats. De la même manière qu'il n'y a pas de DRH, je n'ai pas de syndicalistes. Et donc, du coup... Enfin, il y a un représentant du personnel. Alors, bien sûr, il y a des représentants du personnel, il y a un dialogue fécond qui n'arrête pas. C'est pas un syndicat. Mais ce n'est pas un syndicat, il n'y a pas d'accord signé. Et donc, par contre, moi, une entreprise qui signe 40 accords et l'autre qui n'en signe pas, je voudrais qu'on regarde pour de vrai là où est l'engagement des salariés. Donc c'est là à quel moment ça se joue. À quel moment ça se joue. Parce que de l'affichage. On en a signé 40, c'est formidable. Mais l'intermédiation systématique, à un moment, ça ne fonctionne pas parce que ce que les salariés attendent, c'est de la cohérence de la part de leur chef. Et voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça que les syndicats ont beaucoup de mal aujourd'hui à recruter des salariés, pour le dire un peu abruptement. Ils représentent moins de 7% de l'ensemble des salariés, les syndicats français. Et les syndicats font souvent un super boulot. Il y a des fois, ils sont casse-pieds, mais des fois, ils font un super boulot. Il y a de tout. C'est comme les dirigeants, il y a de tout. Un mot de conclusion, ça c'est un outil, vous avez évoqué l'indice, qu'est-ce qu'il reste encore à parcourir? On a évoqué la place des femmes dans l'entreprise, la question de la parité rentre aussi dans cette grande famille de la RSE. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Je pense qu'il reste à faire ce pas de... dépasser finalement le réglementaire. Et c'est compliqué, parce qu'on vient de passer 6 mois avec un avocat et Caroline à écrire un guide des obligations sociales des entreprises. On a plus de 80 pages. Il sort quand ? Il va sortir au mois de septembre. Voilà, un peu de promo. Voilà. On l'a trié par taille d'effectif. Parce que vous êtes un patron de PME, vous avez 40 salariés, qu'est-ce que je suis censé faire? Exact. Et le type, il ne va pas ouvrir le code du travail pour essayer de deviner ce qu'il Donc là, vous l'accompagnez par rapport à sa taille. Exactement. Donc là, c'est un gros boulot que fait Malakoff Humanis. Franchement, c'est remarquable. C'est de se dire, c'est quoi les outils qu'on peut mettre en place pour aider les gens à s'approprier les problématiques par taille. Ben, typiquement. Mais oui, c'est très utile. Ça, c'est très utile. Voilà. Et puis ensuite... Sinon, il appelle l'avocat. Voilà, exactement. Et puis ensuite, l'idée, c'est qu'on puisse dépasser ça et que finalement, une fois qu'on est à l'aise, qu'on a fait ces fameux compromis dont parlait Caroline, parce que aucun patron, aucune entreprise ne peut satisfaire 100% de ses obligations, c'est impossible. Donc, il faut faire des choix. Et donc, déjà, faire ces choix et les assumer, c'est déjà un énorme progrès. Et puis ensuite, on fera, avec les salariés, avec les managers, on construira la politique pour de vrai, dont on parle depuis le début. On l'a bien compris, vous vous tournez aussi vers les PME. C'est elles qui ont besoin, les PME de taille intermédiaire, des entreprises de 100 à 200 salariés qui sont parfois perdus. Mais c'est les PME et les ETI qui créent de l'emploi. Moi, j'aimerais bien aider à développer les entreprises qui vont payer ma retraite. Les ETI, les fameuses ETI, oui. qui nous manquent en France et qui sont si nombreuses en Allemagne. Un tout petit mot, Elisabeth, il vous reste quoi à parcourir? Vous êtes sur quoi là? Demain, vous repartez, vous rentrez dans votre entreprise. Vous êtes sur quoi là en matière RSE? En matière RSE, donc sur la partie sociale, là, on est en train de travailler beaucoup à la qualité de vie au travail. Donc c'est un concept QVT. Exactement, comme la RSE, c'est on va dire un concept dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce retour Covid nous a sensibilisés tous et notamment Lizzie à ce besoin de qualité de vie au travail. Peut-être à réinventer parce qu'on est dans un milieu industriel et que c'est peut-être moins facile que dans des entreprises où on travaille en bureau avec des valeurs ajoutées très fortes. Merci mesdames, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été parcourues, que vous avez portées, que vous avez fait avancer, puis il reste encore évidemment beaucoup de routes. Ce livre en septembre, Caroline Weber et Anne-Sophie Godon, Malakoff Humanis, un vrai travail de titan et de compilation. Merci Anne-Sophie, directeur innovation des services chez Malakoff Humanis, et merci Caroline Weber, fondatrice du DoTank, qui n'est pas un think tank. On a bien compris le slogan, et puis vous êtes la directrice générale de Middle Next. Je n'ai pas dit de bêtises. Elisabeth Rousseau, merci, c'était un vrai plaisir. DRH Lizzie Médical, 800 collaborateurs, groupe de 10 000 salariés, fleuron de l'orthopédie. Voilà pour ce premier numéro, première lettre, la lettre H, l'humain. La suite, évidemment, comme on dit à la télévision, au prochain numéro. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, ici, au Stade de l'OL, pour ce 6e congrès des entreprises du futur, entreprises audacieuses. À très bientôt.